En 52, j'écris en bon français, mais je dis sans doute « d'où que tu reviens » et je me débarbouille pour « je me lave », comme mes parents, puisque nous vivons dans le même usage du monde. Celui que définissent les gestes pour s'asseoir, rire, se saisir des objets, les mots qui prescrivent ce qu'il faut faire de son corps et des choses. Toutes les façons de ne pas perdre la nourriture et en jouir le plus. Préparer des petits cubes de pain à côté de l'assiette pour saucer, prendre la purée trop chaude sur les bords ou souffler dessus pour la refroidir, pencher l'assiette afin que la cuillère attrape la soupe jusqu'au fond ou la saisir à deux mains et aspirer, boire pour enfoncer les bouchées, être propre sans user trop d'eau, utiliser une seule cuvette pour la figure, les dents et les mains, les jambes en été parce qu'elles se salissent, porter des vêtements qui gardent leur sale, tuer et préparer les bêtes qu'on mange avec des gestes très sûrs, un coup de poing derrière les oreilles du lapin, des ciseaux ouverts enfoncés dans la gorge du poulet maintenus entre les jambes, un coup de serpe tranchant la tête du canard sur le billot, signifier son dédain silencieusement, hausser les épaules, se tourner et se taper le cul d'une claque vigoureuse. Les gestes quotidiens qui distinguent les femmes et les hommes. Approcher le fer à repasser près de la joue pour en vérifier la chaleur, se mettre à quatre pattes pour frotter le sol ou jambes écartées, en cueillant le manger à la pain, sentir ses bas et sa culotte le soir, cracher dans ses mains, avant de saisir la pelle, coincer une cigarette en attente derrière l'oreille, s'asseoir à califourchon sur la chaise, claquer son couteau et le ranger dans la poche. Les formules de politesse, au plaisir, assoyez-vous, vous ne paierez pas plus cher. Les phrases qui unissent mystérieusement le corps à l'avenir, au reste du monde. Fais un vœu, tu as un cil sur la joue, j'ai l'oreille gauche qui siffle, on dit du bien de moi et naturellement à la nature, mon corps me fait mal, il va pleuvoir. Les menaces affectueuses ou sévères aux enfants, je vais te couper les oreilles, descends de là, tu vas prendre une calotte. Les railleries qui écartent les manifestations de tendresse, porte ta jeunesse, la mienne se passe, les caresses de chien, ça donne des puces, etc. À cause de la couleur de poussière des démolitions et des reconstructions d'après-guerre, des films et des livres de classe en noir et blanc, des canadiennes et des pardessus foncés, je vois le monde de 52 uniformément gris, comme les anciens pays de l'Est. Mais il y avait des roses, des clématites et des glycines débordant des grillages du quartier, des robes bleues imprimées de rouge comme celles de ma mère. Les murs du café étaient tapissés d'un papier à fleurs roses. Il y a du soleil le dimanche de la Seine. C'est seulement un monde rituel et silencieux dont les bruits isolés, liés à des gestes ou des activités connues de tous, disent l'heure, la saison. L'angélus de l'hospice sonnant le lever et le coucher des vieux, la sirène de l'usine textile, les voitures le jour du marché, les aboiements des chiens et le tapement sourd de la bêche sur la terre au printemps. La semaine s'égrène en jours définis par des usages collectifs et familiaux, des émissions de radio. Lundi, jour mort, des restes et du pain de la veille, du crochet radiophonique sur Radio Luxembourg, mardi, de la lessive et de Reine d'un jour, mercredi, du marché, et de l'affiche du prochain film au cinéma Le Roi, qui tout double. Jeudi, congé, parution de Lisette. Vendredi, du poisson. Samedi, du ménage en grand et du lavage de tête. Dimanche, jour de la messe, rite majeur ordonnançant les autres, le change du linge de corps,
les traînes de nouvelles toilettes, les gâteaux du pâtissier et le petit extra, les obligations et les plaisirs. Tous les soirs de la semaine, à 7h20, la famille du raton. Et le temps de la vie s'échelonne en âge de faire sa communion et recevoir une montre, avoir la première permanente pour les filles, le premier costume pour les garçons, avoir ses règles et le droit de porter des bas, l'âge de boire du vin au repas de famille, d'avoir droit à une cigarette, de rester quand se racontent des histoires lestes, de travailler et d'aller au bal, de fréquenter, de faire son régiment, de voir des films légers, l'âge de se marier et d'avoir des enfants, de s'habiller avec du noir, de ne plus travailler, de mourir. Ici, rien ne se pense, tout s'accomplit. Les gens n'arrêtent pas de se souvenir, avant la guerre et pendant la guerre, ouvrent continuellement leurs propos. Il n'y a pas de réunion de famille et d'amis sans évocation de la débâcle, de l'occupation et des bombardements, chacun participant à la reconstitution de l'épopée, décrivant sa scène de panique ou d'horreur, rappelant le froid de l'hiver 42, le rutabaga, les alertes, mimant le bruit des V2 dans le ciel. L'Exode suscite les récits les plus lyriques, traditionnellement conclus par « À la prochaine guerre, je reste chez moi » ou « Il ne faudrait jamais revoir ça ». Des disputes éclatent au café entre les gazés de la guerre de 14 et les prisonniers de 39-45, traités de planqués. Pourtant, on ne cesse d'invoquer le progrès comme une force inéluctable à laquelle on ne peut ni ne doit résister, dont les signes se multiplient, le plastique, les bas nylons, le stylo à billes, la Vespa, le potage en sachet et l'instruction pour tous. Je vivais à 12 ans dans les codes et les règles de ce monde sans pouvoir en soupçonner d'autres. Corriger et dresser les enfants, réputés malfaisants par nature, était le devoir des bons parents. De la calotte à la correction, tous les coups étaient autorisés. Cela n'impliquait ni dureté ni méchanceté, à condition de s'efforcer de gâter l'enfant par ailleurs et de ne pas dépasser la mesure. Souvent, un parent terminait le récit de la faute d'un enfant et de son châtiment par un « je l'aurais laissé sur place », plein d'orgueil. D'avoir à la fois infligé une juste correction et résisté à l'excès fatal de colère qu'aurait pourtant mérité tant de malfaisance. C'est par peur de me laisser sur place que mon père refusait toujours de lever la main sur moi et même de me gronder. Laissons ce rôle à ma mère. Souillons, déplaisante, la vie te dressera. Tout le monde surveillait tout le monde. Il fallait absolument connaître la vie des autres pour la raconter et mûrir la sienne pour qu'elle ne le soit pas. Difficile stratégie entre tirer les verres du nez de quelqu'un, mais en retour ne pas se les laisser tirer, juste dire ce qu'on veut bien laisser perdre. La distraction favorite des gens était de se voir les uns les autres. On faisait la sortie des cinémas, les arrivées de train le soir à la gare. Que de gens se rassemblent paraissait une justification suffisante pour se joindre à eux. La retraite au flambeau, le passage de la course cycliste donnait l'occasion de jouir autant de la vue des personnes qui s'y trouvaient que du spectacle, de rentrer en disant qui était là aussi et avec qui. On observait les comportements, on démontait les conduites jusqu'aux plus petits ressorts cachés, on rassemblait les signes dont l'accumulation et l'interprétation construisaient l'histoire des autres. Roman collectif, chacun apportant sa contribution par un fragment de récit, un détail au sens général qui, selon les personnes réunies dans le magasin ou à la table, pouvait se résumer à « c'est une bonne personne » ou « elle ne vaut pas cher ». Les conversations classaient les faits et les gestes des gens, leur conduite dans les catégories du bien et du mal, du permis, même conseillé, ou de l'inadmissible. Une réprobation absolue frappait les divorcés, les communistes, les concubins, les filles mères, les femmes qui boivent, qui avortent, qui ont été tondues à la libération,
qui ne tiennent pas leur maison, etc. Une plus modérée, les filles enceintes avant leur mariage et les hommes qui s'amusent au café. Mais s'amuser restait le privilège des enfants et des jeunes gens. La conduite masculine en général. On louait le courage au travail, capable sinon de racheter une conduite, du moins de la rendre tolérable. Il boit, mais il n'est pas feignant. La santé était une qualité. Elle n'a pas de santé. Une accusation autant qu'une marque de compassion. La maladie, de toute façon, confusément entachée de fautes, comme un manque de vigilance de l'individu face au destin. D'une façon générale, on accordait difficilement aux autres le droit d'être pleinement et légitimement malades, toujours soupçonnés de s'écouter. Dans les récits, l'atrocité surgissait de façon naturelle, voire nécessaire, comme pour permettre en garde contre un malheur dont il était pourtant douteux de pouvoir se prémunir, maladie ou accident. Fixant par un détail une image dont il serait impossible de se débarrasser. Elle s'est assise sur 2 vipères. Il a un os qui pourrit dans la tête, presque toujours insistant sur l'horreur survenant au lieu du plaisir escompté. Des enfants jouaient tranquillement avec un objet brillant, c'était un obus, etc. S'émouvoir facilement, être impressionnable, provoquer des réactions de surprise et de curiosité. Il valait mieux annoncer « ça ne m'a rien fait ». On évaluait les personnes en fonction de leur sociabilité. Il fallait être simple, franc et poli. Les enfants en dessous, les ouvriers mauvais coucheurs, contrevenaient à la règle de l'échange correct de paroles avec les autres. Il était mal vu de rechercher la solitude sous peine de passer pour un ours. Vouloir vivre seul, mépris pour les vieux garçons et les vieilles filles, ne parler à personne était ressenti comme un refus d'accomplir quelque chose relevant de la dignité humaine. Ils vivent comme des sauvages. C'était aussi montrer ouvertement qu'on ne s'intéressait pas à ce qui est le plus intéressant, la vie des autres. Donc, manquer d'usage. Mais fréquenter des voisins, des amis, de manière trop assidue, être toujours pendu chez tel ou tel, était tout aussi répréhensible. Une absence de fierté. La politesse était la valeur dominante, le principe premier du jugement social. Elle consistait par exemple à rendre un repas, un cadeau, observer strictement les préséances d'âge dans les vœux du Nouvel An, ne pas déranger les gens en allant chez eux sans prévenir, en les questionnant directement, ne pas leur faire affront en n'acceptant pas une invitation, le biscuit tendu, etc. La politesse permet d'être bien avec les gens et de ne pas donner prise aux commentaires. Ne pas regarder à l'intérieur des maisons quand on passe dans la cour commune signifiait non qu'on ne voulait pas voir, mais ne pas être vu en train de chercher à voir. Les salutations dans la rue, le bonjour donné ou refusé, la façon avec laquelle ce rite était ou non accompli, distance ou jovialité, en s'arrêtant pour serrer la main, dire un petit mot ou en passant son chemin, était l'objet d'une attention pointilleuse, de supputation « il ne m'aura pas vu, il devait être pressé ». On ne pouvait pardonner à ceux qui niaient l'existence des autres en ne regardant personne. Barrière de protection, la politesse était inutile entre mari et femme, parents et enfants, ressentis même comme de l'hypocrisie ou de la méchanceté. La rudesse, la hargne et la criaillerie constituaient les formes normales de la communication familiale. Être comme tout le monde était la visée générale, l'idéal à atteindre. L'originalité passait pour de l'excentricité, voire le signe qu'on en a un grain. Tous les chiens du quartier s'appelaient Mickey ou Bobby. Dans le café-épicerie, nous vivons au milieu du monde comme nous nommons la clientèle. Celle-ci nous voit manger, aller à la messe, à l'école, nous entend nous laver dans un coin de cuisine, pisser dans le seau. Exposition continuelle qui oblige à offrir une conduite respectable. Ne pas s'injurier, dire des gros mots, du mal d'autrui, à ne manifester aucune émotion, colère ou chagrin, à dissimuler tout ce qui pourrait être objet d'envie, de curiosité ou rapporté.
Nous savons beaucoup de choses sur les clients, leurs ressources et leur façon de vivre, mais il est convenu qu'ils ne doivent rien savoir sur nous, ou le moins possible. Donc, devant le monde, interdiction de dire combien on a acheté une paire de chaussures, de se plaindre de mal au ventre ou d'énumérer les bonnes notes de l'école, habitude de jeter un torchon sur le gâteau du pâtissier, de glisser sous la table la bouteille de vin quand arrive un client, d'attendre qu'il n'y ait personne pour se disputer, sinon, qu'est-ce qu'on pensera de nous ? Parmi les articles du Code de la perfection commerçante qui me concernent, dire bonjour à voix haute et claire à chaque fois que j'entre ou passe dans le magasin ou le café. Saluer la première les clients partout où je les croise, ne pas répéter les histoires que je sais sur eux, ne pas dire du mal d'eux ni des autres commerçants, ne jamais révéler le montant de la recette du jour, ne pas me croire faire de l'étalage. Le coût du moindre manquement à ces règles m'est bien connu. Dieu nous va faire perdre des clients, avec comme conséquence faire faillite. La mise à nu des règles du monde de mes 12 ans me rend fugitivement l'insaisissable pesanteur, impression de clôture que je ressens dans les rêves. Les mots que je retrouve sont opaques, des pierres impossibles à bouger, dépourvu d'images précises, dépourvu de sens même, celui que pourrait me fournir un dictionnaire, sans transcendance ni rêve autour, comme de la matière. Des mots d'usage indissolublement unis aux choses et aux gens de mon enfance, que je ne peux pas faire jouer des tables de la loi. Les mots qui m'ont fait rêver en 52, la reine de Golconde, boulevard du crépuscule, ice cream, pampa, n'auront jamais aucun poids. Ils ont gardé leur légèreté, leur exotisme d'autrefois, quand ils ne renvoyaient qu'à des choses inconnues.